Tous, je suis Bruno Tinel. Bonjour Jacques, bonjour Frédéric Farah. Bonjour. Je commence par me présenter et puis je vais présenter nos invités. Je suis Bruno Tinel et je suis économiste. Voilà, donc nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter de l'euro et de la sortie de l'euro, du pourquoi, du comment, du faudrait-il vraiment et du pourquoi pas. Et nous avons le plaisir de pouvoir avoir autour de cette table ronde virtuelle Jacques Sapir. Merci. Donc Jacques, nous nous connaissons bien. Nous avons eu l'occasion de discuter déjà à plusieurs reprises. Vous êtes économiste, vous êtes directeur d'études à l'EHESS, où vous dirigez le CEMI, et vous êtes membre de l'Académie des sciences en Russie. Voilà, vous avez publié de nombreux ouvrages, vous travaillez sur les questions monétaires et militaires et vous proposez une réflexion sur les liens qui unissent laïcité et souveraineté. Vous avez publié notamment la fin de l'eurolibéralisme en 2006, la démondialisation en 2008, faut-il sortir de l'euro en 2011 et enfin souveraineté, démocratie, laïcité en 2016. Pour terminer, je signale que vous dirigez le blog Russe Europe, dans lequel vous partagez vos travaux et enfin vous co-animez sur Spoutnik un podcast qui s'appelle Russe Europe Express. Et voilà. Nous avons aussi autour de cette table Frédéric Farah. Bonjour. Bonjour Frédéric. Donc vous êtes économiste, chercheur affilié au laboratoire phare de la Sorbonne à Paris 1 et vous êtes l'auteur de nombreuses réflexions sur la souveraineté et sur la démocratie, comme en témoigne votre dernier ouvrage Fake State et toutes vos interventions dans les médias. Et vous avez également rédigé de nombreux livres sur la question monétaire européenne, qui est un thème central chez vous, avec notamment Europe, la grande liquidation démocratique. Donc la première question que je vous poserai, et je ne sais pas qui commencera par répondre, c'est voilà, donc qu'est-ce qui fait problème avec l'euro? Pourquoi faudrait-il sortir de l'euro? Après tout, la situation est bien confortable. On n'est pas si mal, on est bien installé, messieurs. Pourquoi diantre faudrait-il en finir avec l'euro? Comme vous voulez, Jacques ou moi, enfin peu importe. Allez, Frédéric. Alors pourquoi, à mon avis, il faut sortir de l'euro? Alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la première, l'euro tel qu'il a été pensé, parce qu'on ne peut pas séparer l'euro de l'ensemble des traités qui l'accompagnent pour en assurer la vie, c'est-à-dire pacte de stabilité, TSCG, two-pack, six-pack, enfin toute l'artillerie européenne qui va avec. C'est l'euro tel qu'il a été pensé, à mon sens, est une arme puissante d'érosion des capacités de négociation du salariat, une manière de reconfigurer la protection sociale, à mon avis, d'une manière contestable, et je veux essayer de le démontrer. C'est-à-dire que lorsqu'on a construit l'euro, on a fabriqué, on a dit voilà, le déficit ne doit pas dépasser 3% et la dépense publique, enfin la dette publique ne doit pas excéder les 60%. Si on part de ce principe, eh bien qu'est-ce qui était visé? Donc la dépense publique. Comme la dépense publique en France, par exemple, elle est structurellement une dépense sociale, donc qu'est-ce que cela entraîne? Évidemment, des conséquences sur la dépense sociale. Et donc, par exemple, 1992, on a dit oui du bout des lèvres à Maastricht, donc à l'euro. 93, il y a la première réforme Balladur des retraites. Les deux sont corrélés. Et donc, et d'une certaine façon, effectivement, à ça s'ajoute le fait de la libre circulation des capitaux qui date de l'acte unique, eh bien on donne un avantage considérable au capital sur le travail dans ce type de configuration, et comme la protection sociale repose sur un territoire, sur un sol national, évidemment le capital va avoir toujours
une avance sur la protection sociale et sur le travail. Donc ça, c'est pour moi, on pourrait le développer, ça a des effets extrêmement négatifs là-dessus. Et donc là, et on voit bien qu'à partir du moment où on a dit oui à l'euro, un peu partout en Europe, une série de réformes similaires se sont engagées, c'est-à-dire sur le marché du travail, sur la protection sociale. Et la flexibilité monétaire qui a été perdue en matière monétaire, on a essayé par des mesures libérales de la récupérer sur le marché du travail en dévaluant, on va dire, les salaires et les travailleurs. Donc en fait, l'euro, pour moi, c'est une arme de destruction sociale massive et qui, par nature, tel qu'il a été pensé sur ses bases économiques et idéologiques, ne peut pas être transformé en quelque chose de progressiste et au service des travailleurs et de leurs droits. Donc, c'est-à-dire l'idée qu'un euro pourrait redevenir sympathique et ce n'est qu'un instrument que l'on peut changer, je n'y crois pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, pourquoi il faut en finir avec l'euro? Parce que de toutes les façons, nous le savons, l'euro pour la France, et pas que pour la France, nous vivons avec une monnaie surévaluée. Et les années Trichet à la tête, effectivement Trichet qui était à la tête de la BCE, où on a vécu avec cet euro fort, les conséquences sur notre industrie, sur notre appareil productif, ont été absolument détestables. Donc nous avons vécu avec un boulet au pied. Troisièmement, l'euro ne permet pas du tout de construire une solidarité entre les Européens. Et d'ailleurs, quand dans Maastricht, il y avait une clause de no bail-out en tant que telle, ceux qui ont pensé Maastricht n'étaient pas bêtes. Parce que d'une certaine façon, même si les critères type pacte de stabilité et autres n'ont pas été respectés, le juge de paix le plus brutal dans cette histoire, c'est les marchés financiers. Et on l'a bien vu dans le cas grec, effectivement, que ça c'est encore plus efficace que toutes les règles budgétaires qui peuvent exister. Et quatrièmement, je pense que le monde qui a vu naître l'euro, c'est-à-dire quand on pense à la fin des années 80, puisque c'est né début 90, avec Maastricht fin des années 80 et puis ratification au début des années 90, ce monde-là est mort. C'est-à-dire, ce monde fait de la croyance d'une mondialisation qui allait se faire, qui allait être heureuse et autres, avec cette idée que la politique économique devait être enserrée dans des règles, qu'une politique économique active, ça ne marchait plus, qu'il fallait en fait... Le pari de l'euro, qui était un pari terrible, c'était de dire, bridons la politique économique active, la seule chose qui fonctionne, ce sont les réformes structurelles. Et les réformes structurelles, c'était la réduction, en fait, du périmètre de la protection sociale, c'était la réduction des droits des travailleurs, et on s'est dit que c'est comme ça que ça allait marcher. L'euro, c'est un instrument de discipline sur le salariat. Et donc, c'est vraiment une arme de la lutte des classes. Je veux dire, pour le capital contre le travail. Et donc, je crois que ce machin-là, il est irréformable. Donc, à la fois, il est socialement injuste, économiquement inefficace et politiquement désastreux. Donc, pour moi, il faut en finir. Bon. Merci, Frédéric Farah. Jacques Sapir, qu'en pensez-vous ? Alors, je partage l'ensemble des points qu'a présenté Frédéric Farah. Je voudrais simplement ajouter quelques petites choses. Je pense que l'impact économique et financier de l'euro est en fait très important. J'avais fait un calcul en 2010 et je m'étais aperçu qu'une partie importante du déficit fiscal de la France, du déficit budgétaire de la France depuis 2000 était dû à l'euro. Pourquoi ? Parce que nous avons subventionné notre secteur productif justement pour compenser l'effet de l'évaluation de l'euro. Et ça, c'est un point extrêmement important. On ne doit jamais oublier aujourd'hui que dans le budget français, annuellement, il y a grosso modo entre 50 et 80 milliards de subventions aux entreprises qui ne sont là que pour compenser l'effet de surévaluation de l'euro. Donc, en réalité, on pourrait aller jusqu'à dire, mais le déficit budgétaire que structurellement a la France, il est dû à l'euro. Alors, je pense qu'il n'est pas dû qu'à ça. Hein. Je pense qu'il y a effectivement la montée très forte d'un budget social, mais je veux dire qu'il y a au moins entre 3 et 4 points de PIB, en euros constants, entre 3 et 4 points de PIB qui sont dus uniquement aux subventions qui sont nécessaires aujourd'hui si on ne veut pas que l'industrie française s'effondre face à la concurrence. Ça, c'est un premier point. Deuxième point
que Frédéric, par contre, n'a pas évoqué, c'est qu'il faut se rappeler, alors, comme j'étais fin des années 80, début des années 90, très proche de Michel Aglietta, j'ai été, je dirais, très immergé dans toute la préparation de l'euro. Et, enfin, en tous les cas, au niveau théorique, je ne parle pas au point de vue pratique, puisque on sait que les économistes ont été assez peu intégrés dans le processus qui a donné naissance à l'euro. C'est un processus très bureaucratique au sens premier du terme. Hein. C'est des bureaucrates de Bruxelles qui l'ont fait beaucoup plus que des économistes. Et un des arguments qui avait une certaine pertinence à fin des années 80, début des années 90, c'était de dire on ne peut plus vivre dans le système post-Bretton Woods dans lequel nous étions à l'époque, qui est un système d'étalon dollar. C'est un système instable, il donne un pouvoir politique au dollar beaucoup trop important, pouvoir politique aux États-Unis beaucoup trop important. On va développer une monnaie unique et cette monnaie va progressivement supplanter le dollar. Alors c'est assez intéressant de regarder comment l'euro en tant que monnaie internationale a évolué. Et ce dont on se rend compte, c'est que en termes de monnaie de réserve, pour les réserves des banques centrales, l'euro est actuellement inférieur à la proportion combinée du franc, du Deutschmark et du florin néerlandais et de l'écu. C'est-à-dire que si on prend les 4 devises, bon, l'écu n'étant pas en tant que telle une devise, une espèce de quasi-devise, mais qui était utilisée dans les monnaies de réserve. Si on prend ce qu'elle représentait dans le bilan des banques centrales, dans le bilan des réserves des banques centrales, plus précisément, on voit que l'euro n'a jamais réussi à arriver au niveau de ces 4 devises combinées. Donc, déjà, il y a là un échec important de l'euro. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la part du dollar est en train de baisser, mais elle ne baisse pas au profit de l'euro, qui lui aussi baisse dans la part des réserves internationales. Ce qui monte, ce sont ce qu'on appelle les petites monnaies. Et ça, c'est d'ailleurs un problème assez intéressant. Elles sont passées d'environ 9% des réserves internationales à peu près 20%. Donc là, il y a un vrai phénomène, en fait, d'éclatement monétaire qu'on peut percevoir. Par ailleurs, si on regarde en termes de monnaie de transaction, donc monnaie de réserve, j'ai dit, monnaie de transaction. Alors là, c'est un peu différent. La place de l'euro est beaucoup plus importante, tout simplement que la zone euro est une grande zone exportatrice et aussi naturellement importatrice. Mais là aussi, on voit que cette part de l'euro est en train de baisser et qu'elle baisse de plus en plus rapidement parce qu'il y a toute une série de monnaies portées par des zones économiques ou des pays qui sont en réalité beaucoup plus dynamiques que la zone euro, qui sont en train de les remplacer. On voit par exemple que le yuan convertible, aujourd'hui, prend une importance de plus en plus grande. Troisièmement, en termes d'instruments financiers d'investissement. Et là, c'est spectaculaire. L'euro est à la 3e place. La 2e place, c'est le yuan. Donc, on voit aussi, et c'est un point dont il faut avoir conscience, que tout l'argument qui était en fait assez présent fin des années 80, début des années 90, qui consistait à dire on ne peut plus vivre sous la coupe du dollar américain, ce qui est tout à fait exact. Il faut une alternative. Et justement, la monnaie commune, ou la monnaie unique, parce qu'il y avait encore à cette époque-là une indécision. Donc, la monnaie européenne sera ce grand adversaire du dollar, sera cette alternative au dollar. Et ça, aujourd'hui, on peut en faire le bilan et on voit que cela a échoué. Donc, si on rajoute à ça l'ensemble des choses qui ont été dites par Frédéric Farah, si l'on rajoute à ça l'impact de l'euro sur le déficit budgétaire français,
Je pense qu'il se situe entre 3 et 4 points du PIB, ce qui est important. C'est grosso modo le niveau global du déficit budgétaire tous les ans. Et si l'on ajoute à ça l'évolution internationale de l'euro, on voit que l'euro, non seulement évidemment est nocif pour la France, est nocif pour les travailleurs français, ce qui est encore plus grave, est nocif pour l'industrie française, mais qu'il est un échec en tant que projet international, dont je rappelle qu'il fut un des arguments importants pour vendre au public l'euro, en particulier au moment du traité de Maastricht. J'ai beaucoup d'amis, de collègues, y compris dans ma famille, qui ont été attirés par le vote oui au traité de Maastricht uniquement à cause de cette raison. Et là, on voit que c'est un échec absolu. Merci Jacques. Donc finalement, Frédéric Farah nous explique que l'euro joue un rôle défavorable plutôt pour le camp du travail, qu'il donne un avantage structurel au capital. Et Jacques, vous insistez sur le fait que finalement, même le capital, au fond, lui-même n'en tire pas tous les bénéfices qui ont été avancés avant la formation de l'euro. J'aurais deux questions à vous poser, pour orienter le débat par la suite, avant de parler de la sortie de l'euro. Quid du coup des nations là-dedans quelle est leur position relative au sein de l'euro? Et au fond, est-ce qu'il y a des trajectoires différenciées au sein de l'euro entre les différentes nations européennes qui partagent l'euro? Et deuxièmement, j'ai aussi une autre question pour me faire l'avocat du diable quand même. Est-ce que l'euro ne nous apporterait pas quand même des bienfaits à travers l'absence de crise de change et d'instabilité liée au taux de change, et au fond à travers la stabilité monétaire qu'il nous apporte? Est-ce que ça viendrait pas contrebalancer les inconvénients que vous avez mis en avant? Qu'en pensez-vous? Je donne peut-être la parole d'abord à Frédéric et puis ensuite à Jacques. Alors, sur les nations, je dirais la chose suivante. Pour moi, sans rentrer dans les détails de chacun, on pourrait le faire, j'ai envie de dire, dans cette histoire de l'euro, je trouve que les deux grands perdants sont surtout la France et l'Italie. Dans le sens que, effectivement, cet euro a surtout profité à l'Allemagne, sans rentrer longuement dans les détails, et il y a, je trouve, chez les Italiens et les Français, cette idée qu'ils allaient, en renonçant à leur monnaie nationale, du moins c'était ce que les élites pouvaient porter, retrouver une influence ou une certaine souveraineté. Or, en fait, qu'est-ce qu'on observe? Qu'il n'en est rien, et plus on renonce à cette souveraineté, et moins on gagne en influence. En gros, l'Allemagne, elle a conservé le mark, mais elle l'a déguisé en euro, et elle a récupéré un mark sous forme de l'euro sans les désavantages du mark. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer qu'en termes de souveraineté, les grandes nations en Europe, d'une certaine façon, ont su conserver leur monnaie et d'autres non. Je m'explique. La Grande-Bretagne n'a pas voulu rentrer dans l'euro, donc elle a conservé effectivement sa monnaie. Et on a vu aussi les puissances du Nord, c'est-à-dire les puissances scandinaves, qui pour conserver leur état social, hormis la Finlande qui pour d'autres raisons s'en mord les doigts d'avoir l'euro, eh bien ont conservé leur monnaie. Donc, tandis que l'Allemagne n'a pas renoncé à la sienne, elle l'a juste déguisée, et tandis que nous et les Italiens, c'est pas que je ne parle pas des autres, hein, les autres on pourrait en parler, du Portugal, de l'Espagne, etc., mais si je parle de l'Italie et de la France, eux, ils ont abandonné leur monnaie véritablement, et ils sont, à mon avis, les perdants de l'affaire. Sans compter, effectivement, on l'a bien vu, ce qu'a fait le poids et les conséquences dramatiques pour la Grèce d'avoir choisi, à mon avis, l'euro et d'y être allé. Et c'est évident que si la Grande-Bretagne, à l'époque, avait choisi l'euro, on aurait vu l'attitude de la BCE à l'égard de la Grande-Bretagne, ça c'est de l'Uchronie, on n'en sait rien, mais
la question pourrait se poser. Maintenant, en termes de taux de change, alors voilà, on va nous dire, oui, on a évité les crises de change du passé. Bon. Alors, d'une certaine manière, si on revient à 92-93, pour garder une crise en tête là-dessus, n'oublions pas cette chose, c'est-à-dire que quand il y a eu la réunification allemande, nous, Français, et c'est le moment Balladur, nous ne l'oublions pas, pour honorer nos engagements européens, nous nous sommes maintenus dans le SME et nous avons effectivement, bon, il y a eu une attaque sur le front bien sûr, mais on a relevé nos taux d'intérêt pour suivre la trajectoire allemande et on l'a payé en 93 d'une récession quand même plus que significative. Je pense que, à la limite, et surtout qu'en plus, l'euro, c'est la prolongation du SME avec tous les problèmes du SME, mais en pire. C'est-à-dire que le SME était déjà asymétrique et faisait porter l'effort, comment dire, sur les pays dits à monnaie faible, et que c'était déjà un système qui est dans le sens de l'Allemagne, mais il y avait encore le fait que le mark pouvait se rapprécier, et effectivement l'Allemagne se retrouvait quand même avec un désavantage, si je puis dire. Là aujourd'hui, elle récupère les avantages qu'elle avait déjà dans le SME sans les inconvénients de l'époque. Je pense qu'il me paraît nécessaire de trouver des moyens pour utiliser une arme économique qu'on a complètement gelée, qui me paraît nécessaire, qui est celle du taux de change, qui est une arme qui n'existe plus aujourd'hui, et que la BCE même, quelle est sa politique de change réellement? On peut se poser aussi la question. Et cette stabilité toute apparente n'est qu'une stabilité, à mon avis, que financière, parce que nous sommes dans une zone profondément déflationniste. Et pourquoi on ne voit pas les effets de la déflation dans la zone euro? Parce que selon les États, les mécanismes de redistribution et de l'État social amortissent, comment dire, les effets de cette logique déflationniste. Donc, derrière une stabilité apparente, il se cache des forces intérieures qui érodent le système économique, qui, comment dire, apportent de la déflation, qui apportent moins d'activité. Donc, en gros, on a une espèce de stabilité financière, mais qui n'est que d'apparence, à mon avis. Et donc, en fait, les défenseurs de l'euro ont toujours ce truc, ah, regardez, on va encore dévaluer de je sais pas combien le franc, mais dévaluer le franc, si c'était le cas, ou l'euro-franc, ce serait une autre monnaie qui serait réévaluée. Il ne faut pas être asymétrique, puisque une monnaie qui se dévalue, celle avec laquelle on est, qu'on commerce, va se réévaluer à son tour. Donc, c'est pour ça que je me dis, attention à ces arguments qui laissent entendre qu'effectivement on a une stabilité, mais à quel prix en fait? Oui, merci Frédéric. Je rebondirai sur ce que vous avez dit. Et maintenant, nous allons écouter Jacques Sapir pour donc ces deux éléments sur stabilité et sur nation. Alors, en ce qui concerne ce qu'on appelle la stabilité monétaire, je pense qu'elle est d'abord, on a échangé des crises de change à des crises intérieures et des crises de la demande. Grosso modo, là où nous avions, avant l'euro, une relative stabilité de la conjoncture intérieure et du système social, et une instabilité sur la question du change, nous avons aujourd'hui une stabilité apparente sur la question du change que nous payons par une nécessité de devoir nous ajuster très brutalement du point de vue de la demande, du système social et des salaires. Et je pense que ce changement d'arbitrage est quelque chose qui n'est bon que, grosso modo, pour le décile le plus riche en France. Grosso modo, on a sacrifié les 90% des Français aux 10% les plus riches. Ça, c'est un point. Deuxièmement, je voudrais dire que, et ça c'est mon expérience internationale, et en particulier russe, est-ce que les crises de change sont négatives? Est-ce que l'on doit redouter une crise de change? Pas toujours. Bien sûr, il y a des pays qui sont structurellement en crise de change parce qu'ils n'arrivent pas à stabiliser leur situation intérieure, essentiellement d'ailleurs leur fiscalité intérieure. Derrière une crise de change structurelle, il y a toujours un problème de perte de contrôle d'un État sur sa propre fiscalité. Ça, il faut le savoir. Mais quand on a des crises de change qui ne sont pas structurelles, mais qui sont conjoncturelles, ce sont des moments d'appurement, en réalité. Alors, le plus bel exemple, c'est évidemment la crise russe de 1998.
il y a on abandonne la fixation du rouble par rapport au dollar et le rouble chute de plus de 50%. Le résultat immédiat, c'est une croissance extrêmement forte dans les 6 mois qui suivent, qui commence et qui ne s'arrêtera en réalité qu'avec la crise de 2008-2009. Donc là, il y a bien... si on remonte un petit peu, lors de la crise du SME, les pays qui ont été contraints de dévaluer s'en sont fort bien portés. Exemple, l'Italie. L'Italie connaît un nouvel âge d'or après l'âge d'or qui avait été le sien dans les années 60 et 70, connaît un mini âge d'or dans les années 90 à la suite de la très forte dévaluation de la lire. Et si l'on revient même sur l'histoire économique française, on se rend compte que la dévaluation de 1969, qui vient solder les déséquilibres financiers qui étaient accumulés après 1968, ouvre la voie à une période de très forte croissance qui ne sera cassée que par la crise du pétrole fin 1973 et début 1974. Donc, j'avancerai moi l'idée qui peut sembler paradoxale à bien des gens, mais j'avancerai moi que, en réalité, une crise de change, quand elle est conjoncturelle, quand elle vise en fait à solder un problème strictement conjoncturel, est une bonne chose. Et que vouloir absolument éviter la crise de change, c'est se priver de ce mécanisme d'appurement. Quant aux crises de change structurelles qui existent dans un certain nombre de pays, en particulier en Amérique latine, elles renvoient, et je le redis, beaucoup plus à une incapacité du système fiscal à financer l'État qu'à autre chose. Oui, merci Jacques. Maintenant, je voudrais qu'on approfondisse une dernière fois sur la situation actuelle avant de se projeter dans qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sortir de l'euro et comment sortir de l'euro. On va voir comment. Enfin bref, on va discuter de ça. À nouveau, je voudrais vous demander quand même de préciser en quoi, dans la situation actuelle, donc sous l'euro, en quoi est-ce que l'Allemagne en tire davantage profit que ses partenaires. Est-ce que vous pouvez essayer de préciser quels sont ces avantages structurels qui sont tirés par l'Allemagne vis-à-vis des autres nations européennes dans la zone euro? Je crois que c'est très très important de dire clairement en fait quels sont ces avantages et en quoi ces avantages éventuellement sont cumulatifs et du coup quels sont les désavantages du point de vue de la France et de l'Italie. Qu'est-ce que la France et l'Italie sont en train de perdre au-delà d'une désindustrialisation? Je pense qu'il y a d'autres choses à dire. Je pense que ça, c'est très important de préciser ces éléments sur la désindustrialisation, mais je pense qu'il y a aussi d'autres éléments à dire éventuellement. Qu'est-ce que vous pouvez préciser là-dessus? Et l'autre point que je voudrais soulever, qu'on soulève assez rarement, c'est qu'il me semble qu'à partir de 1971 et l'effondrement du système de Bretton Woods et l'arrivée dans un système de change flottant, il y a quelque chose que les élites françaises et italiennes n'ont pas su accepter et supporter, c'est l'idée d'une revalorisation très importante du Deutschmark suite aux 30 Glorieuses, pendant lesquelles l'outil industriel allemand a été reconstruit au forceps à l'aide des Américains. Et donc, cette industrie allemande que l'on voit aujourd'hui à l'œuvre, qui représente une part beaucoup plus importante de sa valeur ajoutée que ses voisins, c'est le résultat de cette mise en route du système industriel allemand par les Américains durant la guerre froide. Et donc, c'est le résultat d'une volonté au niveau international de constituer une économie ouest-allemande puissante face au glacis soviétique. Et ça supposait, à la fin du système de Bretton Woods, une appréciation très conséquente du Deutschmark, parce que les Américains ont volontairement sous-évalué le Deutschmark dans le système de Bretton Woods, précisément pour permettre à l'Allemagne de reconstituer ses bases commerciales nationales et internationales. Mais du coup, ça supposait dans les années 70, avec l'effondrement du système
système d'étalons dollars, qu'il y ait une appréciation du Deutschmark. Or, il me semble que les élites françaises et italiennes, notamment, ont tout fait pour empêcher cette appréciation, d'abord avec le serpent monétaire européen, ensuite avec le SME, ensuite avec l'euro. Et qu'au fond, les Allemands n'ont fait que accepter plus ou moins passivement cette volonté des Italiens d'ancrer le Deutschmark, d'empêcher le Deutschmark de s'apprécier. Alors, Jacques, qu'en pensez-vous? Non. Je pense que... Alors, il y a plusieurs points. Premièrement, il y a eu des réévaluations du Deutschmark de 1949 aux années 70, dans le cadre du système de Bretton Woods, régulièrement, par marche d'escalier, hein, si vous voulez, quand on regarde les courbes. Ça se fait dans le système de Bretton Woods, donc il y a une décision unilatérale de réévaluer le Deutschmark, et ça se fait parce que l'économie allemande se reconstruit, et que donc, à des moments, on se dit, non, vous êtes, avec votre taux de change, vous êtes trop compétitif, relevez votre taux de change pour rééquilibrer. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, je pense que le véritable problème à partir de 1971, c'est pas le taux de change, c'est le taux d'intérêt. C'est le fait que les taux d'intérêt français et italiens sont capturés par le taux d'intérêt allemand. Ce qui impose aux économies françaises et italiennes des niveaux de taux d'intérêt trop élevés par rapport aux besoins de leur économie. Et l'une des raisons qui n'était pas dite ouvertement, mais qui était dite dans le cadre des économistes qui travaillaient justement sur cette question de la monnaie européenne, l'une des raisons pour aller vers la monnaie européenne, c'était d'abandonner, de faire éclater ce système et de permettre d'avoir un taux d'intérêt global, mais de briser ce lien entre le taux d'intérêt allemand et les taux d'intérêt français et italiens. Or, mais je rappelle ici, quand on regarde l'évolution des taux d'intérêt, au début effectivement de la zone euro, de 1999 à 2005, les taux d'intérêt sont pratiquement identiques, mais à partir de 2005, il y a un éclatement du spread, et on va retrouver la différence de taux entre le taux allemand et le taux français, et ce alors que le niveau d'inflation en France est beaucoup plus proche du niveau d'inflation allemand. Ce qui veut dire qu'en termes de taux d'intérêt, je dirais réel, et non pas de taux d'intérêt relatif, c'est encore pire que dans la situation précédente. Bon, je passe là-dessus. Donc, je crois que ce que n'ont pas supporté les élites françaises et italiennes, c'est beaucoup plus la question du taux d'intérêt que la réévaluation en tant que telle du Deutschmark. Après, sur les avantages, l'avantage évident, c'est un avantage en termes de politique mercantiliste de l'Allemagne. Je dis bien de politique mercantiliste, car l'euro donne à l'Allemagne un libre accès au marché français et italien, et aussi espagnol, portugais, etc., et ne permet plus à ces pays, qui commencent à accumuler des déséquilibres commerciaux importants, ne leur permet plus de rétablir la situation en procédant à des dévaluations. C'est pas pour rien que l'Allemagne, aujourd'hui, fait un excédent commercial de 8 à 9 points du PIB, ce qui est absolument monstrueux, même au niveau international. Et je rappelle là que Keynes, qui avait beaucoup étudié ces questions dans l'entre-deux-guerres, disait que à moyen et long terme, on devait être en situation de neutralité commerciale, qu'il y a des moments où effectivement on peut avoir un excédent, des moments où on peut avoir un déficit, il fallait viser une situation de neutralité. Aujourd'hui, en tendance, l'Allemagne est lourdement excédentaire, ce qui s'apparente en fait à un pillage, et j'emploie le mot à dessein, un pillage des économies françaises et italiennes, pillage qui se fait à la fois en termes de paiement, mais qui se fait aussi en termes de désindustrialisation. Parce qu'il y a toute une partie d'entreprises qui vont quitter ces pays et qui vont aller dans la zone directement dominée par l'Allemagne, soit en Allemagne, soit en Hongrie, en République tchèque, en Slovaquie, etc. Donc c'est ça
aujourd'hui, l'un des problèmes politiques les plus importants dans la zone euro, et c'est l'une des raisons qui, à mon avis, va pousser à un antagonisme croissant entre les pays du Sud et l'Allemagne, c'est que l'Allemagne est structurellement incapable de sortir de sa politique de pillage. Et si on regarde les chiffres, alors je ne dis pas du tout que c'est la politique de l'Allemagne, mais il y a une chose qui est très intéressante si on regarde les chiffres. Le niveau de déficit commercial, ou disons le niveau de pillage sur la valeur en France, aujourd'hui, est le même que sous l'occupation. C'est à peu de choses près, enfin, c'est même par moment, il y a des années où ça tombe juste, c'est le même niveau que ce que l'Allemagne prenait directement par la force sur l'économie française. Il y a quand même une grosse différence, hein, et c'est plus par la force. Hein. C'est plus par la force, ou plus exactement, c'est pas par la force des armes. Pas par la force. C'est par la force d'une institution qui s'appelle l'euro. Et ça, c'est toujours aujourd'hui mon analyse, je pense que soit nous acceptons de mettre un trait à un pays qui s'appelle la France et de dire, bon ben, devenons allemands, soit si nous refusons cette solution, il ne pourra y avoir qu'un conflit majeur entre la France et l'Italie d'une part et l'Allemagne d'autre part. Oui, merci Jacques. Il me semble qu'il y a un indicateur qui rend compte en fait de la dégradation structurelle du point de vue commercial d'un pays comme la France, c'est sa position extérieure nette qui ne cesse d'aller plus bas dans le négatif, c'est-à-dire que globalement les dettes cumulées au fil de chaque année où le déficit commercial s'accumule, les dettes cumulées font que globalement, les créances que les agents économiques français détiennent sur le reste du monde par rapport aux créances détenues par le reste du monde sur les agents économiques domestiques, eh bien, sont inférieures. Autrement dit, de manière structurelle, eh bien, le reste du monde accroît son emprise en termes de capacité de décision pour l'orientation en fait de notre économie, pour les choix économiques, pour les choix industriels, pour les choix d'investissement. Voilà. De mon point de vue, la chose la plus stratégique, elle est là. Hein, si on veut discuter de la question économique en lien avec la question souveraine, elle se situe là. Qui décide ? Eh bien, il se trouve que nous décidons de moins en moins parce que notre position extérieure nette se dégrade de plus en plus. Et quand on regarde là aussi les données, j'ai mis ce graphique-là dans mon livre sur la dette publique. Quand on regarde les données, la position extérieure nette de la France est toujours neutre ou légèrement positive avant l'avènement de l'euro. À partir de l'avènement de l'euro, elle ne fait que se dégrader avec une accélération à partir de la crise de 2007-2008, quoi. Voilà. Donc ça me semble quelque chose, moi, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir, je ne vous le cache pas. Hein. J'ai essayé de me convaincre que l'euro n'était pas si terrible que ça, mais quand on voit l'approfondissement interminable en fait de la position extérieure nette, on ne peut que se poser la question. Et voilà pourquoi je vous rejoins, Jacques, quand vous dites que au fond on devient allemand. Ça veut pas dire qu'on va se mettre à parler allemand, etc. Ça veut dire que ce sont eux qui décident. C'est ça la vraie question, c'est qui décide. Voilà pourquoi il y a un enjeu de souveraineté de mon point de vue qui doit être interrogé, qui doit faire l'objet d'un débat beaucoup plus dans notre pays qu'il n'a lieu actuellement. Moi, ce que j'aimerais maintenant, ça serait que Frédéric réagisse à cette question qu'on vient de soulever actuellement sur les élites françaises et puis cette caractérisation de la dépendance, de l'avantage que tire l'Allemagne et du désavantage que tire la France et l'Italie. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, Frédéric, avant qu'on passe au thème suivant ou au sous-thème suivant ? Alors, quelques mots très rapidement par rapport à tout ce qui a été dit. Nous avons déjà, les élites ont voulu déjà être allemands au moment de la désinflation compétitive, c'est-à-dire au moment de l'obsession du franc fort. Lorsque la désinflation compétitive En 1983. Exactement, en 1983. Voilà, en 1983, la désinflation compétitive devient l'obsession française et qui effectivement se traduit
par la modération salariale, le franc fort et le fait de vouloir contenir la dépense publique. En fait, on va vouloir rejoindre l'Allemagne dans une obsession de l'inflation, alors que ce n'est pas notre histoire monétaire, alors que ce n'est pas notre affaire, et que l'inflation a servi dans notre pays comme un moyen de lisser le conflit social, a servi comme moyen, effectivement, d'éviter ce qui va se passer dans les années 80, un transfert de richesse du débiteur vers le créancier. Et donc, effectivement, l'obsession, comment dire, de la lutte contre l'inflation, c'est quelque chose qu'on va venir chercher de l'Allemagne, alors que l'Allemagne elle-même, sur l'inflation, se crée une histoire qui pose problème, parce que qu'est-ce qui a conduit Hitler aux affaires? C'est pas l'inflation, c'est la déflation. Donc c'est ça qui est assez étrange comme truc. Donc ça c'est un. On veut devenir monétairement allemand. Donc ça c'est notre obsession. Et c'est la désinflation compétitive avec cette option. Ensuite, comment dire, on a eu de cesse, que ça soit en matière budgétaire ou sociale, d'avoir l'Allemagne comme horizon. Dans les avantages de l'Allemagne, n'oublions pas qu'à la fin des années 90, la France est encore commercialement, non pas en position déficit, mais d'excédent, bien sûr, et que c'est l'Allemagne qui est le malade en Europe d'un point de vue des exportations, et qui va se lancer dans ce néo-mercantilisme plus que jamais, en réformant son État social, avec effectivement la série des lois Hartz et des transformations par la social-démocratie de Gerhard Schröder de l'État social allemand, pour pouvoir effectivement avoir un gain en termes de coût du travail par rapport à nous. À ça arrivait l'euro qui leur donnait une force supplémentaire, et à ça se fabriquait un bel Hinterland avec toutes sortes de délocalisations moins coûteuses dans le glacier allemand, c'est-à-dire Pologne et autres, où il était possible de produire à bas coût. Donc entre cet État social qui était effectivement revu à la baisse, entre cette possibilité de délocalisation proche et avec un euro qui lissait les défauts du mark, l'Allemagne, comment dire, prenait un avantage qui était absolument décisif, c'est-à-dire par rapport à nous, entre autres. Et nos élites, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont passé leur temps à expliquer que notre modèle social était dépassé, ne correspondait plus à rien, appartenait à une autre époque, et on a voulu, comment dire, prendre aussi dans ces directions de la réforme de l'État social, dans comment dire, le fait même des choix budgétaires, aller dans une direction allemande. Donc, je crois, comme l'avait dit le journaliste là, Jean-Michel Quatrepoint, si l'Allemagne a perdu la guerre, elle a gagné la paix. Bon, et je pense que la formule est assez juste. Bon, je trouve que c'est assez réussi comme formule, hein, donc elle a gagné la paix. Et donc je crois qu'aujourd'hui, nous avons volontairement, ça c'est l'idée que nous avons volontairement organisé notre impuissance. Nous avons volontairement, comment dire, c'est-à-dire nous, les élites, en tant qu'administratives et autres, ont volontairement organisé cette situation que vous évoquiez à l'instant, d'une France, effectivement, dont la position extérieure n'en finit plus de se dégrader. Nous l'avons voulu, c'est-à-dire, c'est pas une fatalité, c'est-à-dire les choix monétaires, sociaux, budgétaires, que les élites, alors je ne sais pas si dans une détestation de leur propre pays, ont voulu, c'est-à-dire que l'Allemagne avait conscience de ses intérêts nationaux, elle les a fait valoir, l'Angleterre avait conscience de ses intérêts nationaux, les a fait valoir, et que les seuls qui ne font pas valoir leurs intérêts nationaux, c'est les Italiens et nous-mêmes. Je suis d'accord avec vous, ça c'est quand même quelque chose qu'il faudrait aussi discuter, à laquelle il faudrait réfléchir, c'est qu'est-ce que nos élites ont à gagner à tout cela? Quel est le sens de cette absence de compréhension de nos intérêts? C'est quand même un mystère. Non. Oui, je crois que c'est. Vous avez tous les deux quelque chose à dire. Donc Frédéric, après Jacques, et puis après on passe à l'autre sujet. C'est assez terrifiant cette histoire. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression que nos élites passent leur temps à vivre dans quelque chose comme la détestation nationale.
Et c'est ça qui est très curieux. On a tour à tour, depuis les années 80, on s'en souvient tous, il a fallu à certaines époques être allemand. En matière, par exemple, éducative, il fallait être finlandais. En matière du marché du travail, il fallait être danois. On pourrait allonger la liste, mais il ne faut jamais être nous. Jamais. C'est pas possible. C'est impossible. C'est-à-dire, les Danois ont des choses à nous dire, les Finlandais ont des choses à nous dire, les Anglais ont des choses à nous dire, les Japonais ont des choses à nous dire, les Allemands ont des choses à nous dire, les Américains ont des choses à nous dire, mais nous n'avons rien à dire. Nous n'avons jamais rien à nous dire à nous-mêmes. Jacques, qu'en pensez-vous? Voilà. Alors, bon, je modérerai un petit peu ce que vient de dire Frédéric, même si je suis d'accord, hein. C'est en fait plus ancien. En 67, il y a eu la grande découverte du modèle suédois en France. En 68, il y a eu un voyage de Georges Pompidou en Suède. Je ne sais pas plus si c'est en 67 ou 68. Et tout d'un coup, tout le monde s'est extasié. Et d'ailleurs, pas à tort. Devant le modèle suédois. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on regarde des expériences étrangères et qu'on se demande est-ce qu'il n'y a pas des choses qui seraient intéressantes, qui ne sont certainement pas transposables, hein, bon, mais qui peuvent être intéressantes ou des formes institutionnelles qui peuvent être intéressantes à créer. Bon, ça, honnêtement, bon, mais c'est vrai qu'il y a, et le fond est très vrai, il y a une détestation de la France par ses élites, et ça, je le fais remonter beaucoup plus loin. En fait, alors, ça remonte à quand? 1940. On s'en est pas remis? On s'en est pas remis, et je dirais même plus loin. C'est en 1940 qu'une partie de l'élite française a fait le choix de l'Allemagne et a décidé que la France n'avait plus d'avenir en tant que telle et que la France ne pouvait continuer d'exister que comme une alliée ou un pseudopode de l'Allemagne. Et ça, je crois que c'est extrêmement présent. Si on regarde qui furent les résistants de la première heure, c'est tout sauf des gens de l'élite. Alors, peut-être des gens de gauche, peut-être des gens de droite. On a un petit peu trop oublié qu'il y avait une forte composante de droite, voire de droite extrême, pas d'extrême droite, mais de droite extrême, par exemple de gens qui venaient de l'Action française au début de la résistance en France. Mais tous ces gens avaient une caractéristique, ils ne faisaient pas partie de l'élite économique et administrative du pays. Et au sein de cette élite économique et administrative, les résistants, il y en a eu quelques-uns. Mais c'est vraiment des exceptions. Jean Moulin, qui était préfet, mais quand on regarde son histoire, on comprend très bien ce qui le conduit à cette position de résistant. Bon, bref, c'est là, il y a une espèce de non-dit sur cette capitulation des élites françaises. Et c'est ce non-dit qu'il faudra un jour mettre politiquement sur la table. Oui, et finalement, ces élites françaises, en gros, ont été écartées des décisions majeures qui ont été prises en 1945, mais sont revenues peut-être sur la pointe des pieds aux affaires. Alors, c'est votre idée, finalement, Jacques, c'est ce que vous pensez? Non, je pense que ce n'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Et si on regarde, il est très intéressant de voir, bien sûr, il y a une forme de continuité administrative et de continuité dans la direction des entreprises, hein. Mais la direction, par exemple, la direction des entreprises nationalisées, la direction de l'administration, bon, elle est le fait d'une autre élite qui s'est forgée dans la résistance. Ce qui explique d'ailleurs la perméabilité de cette élite, si ce n'est au Parti communiste, du moins à des idées qui étaient inspirées par le monde communiste, etc. Et il faut comprendre une chose, c'est que cette espèce de nouvelle, elle va dominer la France jusqu'au début des années 70, et elle va commencer... Alors, il y a un phénomène d'âge, tout simplement, qui se met à jouer largement. Elle va commencer à être remplacée par les enfants de l'élite précédente. Qui, elle, renoue avec, au fond, ces idées de 1940. C'est ce que vous pensez? Il va renouer, et c'est très visible avec Giscard d'Estaing, et encore plus avec Mitterrand.
Ouais, il nous faudrait une sociologie des élites. Est-ce qu'on peut passer au thème suivant, au fond, qui est la poursuite de cette discussion. Donc, si on admet que la France aurait intérêt à sortir de l'euro, comment est-ce qu'on fait ? Comment la France sort de l'euro ? Quels sont les effets de cette sortie de l'euro ? Alors là, évidemment, je pose la question de but en blanc, et puis ensuite, on va détailler un peu, sachant qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais nous nous reverrons peut-être, sans doute, même certainement. Frédéric, est-ce que vous voulez ouvrir la discussion sur ce thème ? Sortir de l'euro, comment ? Et quels effets ? Moi, je pense que de toutes les façons, sortir de l'euro, c'est la nécessité pour espérer refaire de la politique. Si on ne sort pas de l'euro, on va continuer à faire la même chose, c'est-à-dire, en espérant que la BCE amortisse un peu la situation, et on va rester dans ces zones absolument. On ne changera pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on va continuer à s'enfoncer, et les problèmes que vous évoquiez tout à l'heure, ça vont continuer. Bon. Je pense que sortir tel que l'expérience britannique nous le montre par cet article 50 et ne plus en finir des débats, pour moi c'est une impasse. On n'y arrivera pas par là. C'est-à-dire, et on aura le temps de se payer des tempêtes monétaires sur la route. Donc je pense, et là-dessus Jacques a fait de très très nombreux travaux, je pense que effectivement si on ne le fait pas presque par surprise, tout de suite, immédiatement, mais vraiment de la manière la plus organisée, la plus directe, si on l'annonce, et pendant des mois, on va négocier, etc., c'est foutu. Je pense qu'effectivement, on va être dans une situation d'exceptionnalité, que ce soit juridique, politique, économique, parce que ce ne sera pas une partie de plaisir. Je veux dire, parce qu'il y a tellement d'intérêts qui vont être bousculés dans cette affaire, que ça ne se fera pas, facilement. Et d'autre part, c'est vrai que la meilleure sortie aurait été une sortie concertée, mais elle n'aura pas lieu. Je ne le crois pas. Je pense qu'il y a un État, et un État qui pèse, encore le nôtre, et pour combien de temps, j'en sais rien, qui doit ouvrir le bal. Je ne crois pas que la sortie à plusieurs puisse marcher. Parce que le temps qu'on se concerte, qu'on trouve d'accord, etc., on va retrouver les mêmes problèmes qu'avec l'euro. On n'a pas tous les mêmes intérêts. Donc c'est évident. Donc soit on fait valoir nos intérêts nationaux, et pourquoi il faut effectivement en sortir ? Il faut en sortir, mais aussi on ne peut en sortir que si on contraint la libre circulation des capitaux. Parce que si on maintient la libre circulation des capitaux telle qu'elle est aujourd'hui, à mon avis, ça compromet la sortie complètement. Et d'autre part, effectivement, il faut retrouver notre instrument politique monétaire, c'est absolument essentiel si on veut envisager un avenir économique, que ce soit pour notre taux de change, la détermination du taux d'intérêt, il faut absolument retrouver notre outil monétaire, parce que même si on veut faire un plan de relance, quel sens a de faire un plan de relance lorsque vous ne disposez pas de l'outil monétaire ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous devez vous financer par le biais des marchés, c'est-à-dire que ça va pas fonctionner. Et en plus, il faut pas non seulement sortir de l'euro, il faut essayer de repenser des choses d'un financement de l'économie qui ne passe plus par la logique des marchés financiers, qui passe par la logique, par la reconstitution de ce qui existait à une époque en les modernisant des circuits du trésor, c'est-à-dire tels qu'ils ont pu exister autrement. Sinon, on va être à nouveau dans une problématique de marché. Et donc ça ne va pas. Et donc je pense, et que en plus récupérer l'outil monétaire pour changer complètement aussi les orientations de politique monétaire, ne plus faire de la stabilité des prix l'objectif principal, c'est-à-dire faire vraiment de la croissance et du plein emploi l'horizon de politique économique, et pas, comment dire, cette stabilité des prix qui est au cœur de la BCE. Il faut changer. On peut changer la définition de la stabilité des prix. Pourquoi 2% ? La stabilité des prix, ça peut bien être 4 ou 6%, et ça donne des marges de manœuvre qui sont tout autres. Hein. Oui, bien sûr. Mais je pense rappeler aussi avec importance, comment dire, que, parce que quand on lit les traités, on voit l'objectif principal de la BCE, on dit l'objectif principal, c'est la stabilité des prix, et si ça ne nuit pas à cet objectif, enfin si ça ne le contraint pas, il y a les autres qui suivent après. On parle oui, bien sûr. Bien sûr. Donc on peut modifier ça aussi, ça me paraît absolument important. Le problème, moi, avant effectivement de réfléchir sur les conditions techniques, ce qui me fait peur, c'est que je ne sais pas où sont les élites qui vont vouloir porter ce projet. Et où sont ceux qui, dans leur système de représentation et d'imaginaire, sont capables de porter autre chose que l'existant. Et que, j'ai envie de dire, n'inversons pas les problèmes. Bien sûr, il faut y réfléchir techniquement, de manière très précise, pour faire n'importe quoi et tout. Mais est-ce qu'on a les hommes et les femmes qui sont convaincus de vouloir porter ça ?
Et c'est ça dont j'ai le doute, parce que je pense que pour sortir de l'euro, ça passe par un détour, c'est-à-dire la manière dont nos élites sont formées. Et tant que c'est la formation dominante qui est à l'œuvre, il n'y a rien qui prépare cette sortie. Du moins dans des tranches ou des franges de l'administration. En tout cas, c'est mon sentiment. Peut-être je me trompe complètement, mais j'ai l'impression que dans les élites aux affaires aujourd'hui, qui serait prêt à prendre la charge, le risque et la technicité pour mettre en œuvre cette sortie? Je ne sais pas où ils sont. C'est ça qui m'inquiète. Après, on peut réfléchir évidemment sur les détails techniques très précis, et Jacques a fait des études très intéressantes à ce que veut dire comment on sort concrètement, techniquement, etc. Bien sûr, mais est-ce qu'on a les hommes et les femmes pour ça? Bien sûr, on est face à une contradiction, c'est qu'il y a l'impérieuse nécessité de le faire, à vous entendre, et au fond, plus que peut-être les élites administratives, la question c'est les élites politiques, puisque si on a une force politique externe à celle qui est aux affaires, qui se rassemble pour porter ce projet, sitôt qu'elle arrivera au pouvoir, se mettront en branle des forces telles que ça rendra le problème insoluble, puisqu'il n'y aura plus l'effet de surprise dont vous parlez. Et en même temps, du coup, finalement, rien de tel que pour avoir l'effet de surprise, que la chose soit réalisée par des insiders, par ceux qui n'avaient pas dit qu'ils le feraient, mais du coup, eux n'ont pas l'imaginaire pour le faire. C'est ça la contradiction que vous décrivez. Pour moi, c'est ça. Jacques, qu'en pensez-vous? Alors, tout d'abord, en ce qui concerne les élites techniques. Sur la question des élites politiques, c'est un autre problème. Mais sur les élites techniques, en fait, je pense qu'elles existent. Il y a aujourd'hui, et je le sais pour avoir des contacts avec des gens qui sont au Trésor, qui sont au ministère des Finances, il y a dans la tranche d'âge, grosso modo 35-45 ans, des gens qui sont agnostiques par rapport à l'euro, qui disent, oui, aujourd'hui on fait les choses dans le cadre de l'euro, mais on pourrait les faire sans. On pourrait le faire dans un autre cadre. Et cette espèce d'agnosticisme de la nouvelle génération tranche beaucoup avec, je dirais, des gens de ma génération. Les gens qui ont, grosso modo, entre 55 et 65 ans, sont effectivement des eurolâtres au sens où l'ensemble de leurs représentations politiques et économiques sont structurées par l'euro. Donc ça, je crois que c'est un point important qu'il faut avoir en tête. Après, de deux choses l'une. Ou la sortie de l'euro se fait dans le cadre d'une crise générale, ou elle se fait à la suite de l'arrivée en France, mais à la différence des autres pays, d'un pouvoir politique qui se fixe comme perspective stratégique de sortir de l'euro. C'est deux scénarios très différents. En fait. Alors le premier scénario, ça peut être dans le cadre d'une grave crise financière internationale qui se couplerait avec des divergences à l'évidence, c'est-à-dire évidentes pour l'ensemble des gens, qui sont irréconciliables entre des pays européens, par exemple un conflit politique extrêmement important entre la France et l'Allemagne, ou entre la France et l'Italie et l'Allemagne, bon, etc. Si on est dans cette situation de crise, en fait, alors il faudra assez rapidement déclencher l'article 16. Il faudra expliquer que les institutions sont mises en danger par l'existence de cette crise. Et l'article 16, s'il ne donne pas tous les pouvoirs au gouvernement, il faut faire attention, il y a toute une série de, je dirais, de mécanismes de restreinte démocratique au sein de l'article 16. Il permet pendant un mois de prendre toute une série de décisions. Ce n'est qu'après un mois qu'il y aura un contrôle a posteriori par le Conseil constitutionnel. Et encore, ce contrôle peut être assez facilement tourné. Et là, je pense qu'il faut effectivement se servir de cette période d'un mois pour sortir de l'euro, comme je l'ai expliqué, c'est-à-dire extrêmement important. Et puis, il y a un autre scénario, c'est le scénario où une force, ou plus précisément une alliance de forces, arrive donc au pouvoir en France, probablement dans le cadre d'une stratégie populiste, parce qu'on ne voit pas aujourd'hui d'autres stratégies qui soient capables de réunir ce type de force, et qui se fixe comme un objectif stratégique
une sortie de l'euro. Alors cet objectif peut ne pas être affiché de manière très explicite. Il vaudrait mieux pas. Hein. Il vaudrait mieux pas d'ailleurs. À partir de ce moment-là, je pense que l'utilisation d'un artifice qui est celui des mini-bons du Trésor convertibles peut être extrêmement intéressant. Comment alors ? Alors, c'est l'idée. L'État, exprès, commence à accumuler une dette par rapport aux autres acteurs économiques. Et il propose aux acteurs économiques de les payer en mini-bons du Trésor que ces acteurs économiques pourront utiliser pour faire eux-mêmes leur paiement à l'État ou pour se payer entre eux. Oui, d'accord. Donc faire de la dette avec des très petites coupures, quoi, en fait. Voilà. C'est ça que vous voulez dire, Jacques. À ce moment-là, se développe une quasi-monnaie. Oui, bien sûr. Une monnaie en devenir. Évidemment, ça va poser un problème avec les institutions de la zone euro. Et on l'a vu d'ailleurs en Italie. Mais comme ce problème n'est pas prévu dans les traités, ça va être une période de négociation de plus en plus délicate. Et à partir d'un moment, ce pouvoir pourrait décider que, justement, on ne peut plus tenir par rapport aux institutions européennes, et là, procéder à un référendum quant à la caducité des traités européens. Et faire remplacer l'euro par cette monnaie en devenir, et ça serait très facile puisque circuleraient déjà des billets. Il s'agirait tout simplement de redénominer les comptes dans ce nouvel instrument. Donc on perdrait de l'effet de surprise avec un référendum, Jacques. On perdrait effectivement de l'effet de surprise, mais en situation entre guillemets calme, le système est trop verrouillé légalement pour que l'on puisse se passer d'un référendum. Je pense simplement qu'il faut préparer ce référendum par la mise en circulation justement de cet instrument monétaire et bien fixer les termes du référendum en termes de caducité des traités existants. Ouais. Moi, ce que je vois se poindre comme problème, excusez-moi, ça va être un tout petit peu technique, mais pas beaucoup, c'est que dans ce cas-là, on risque d'avoir un problème de type à la grecque, c'est que la mise en place, la mise en circulation de ces petites coupures, on va les appeler comme ça, serait interprétée par le monde financier comme les signes avant-coureurs en fait d'une sortie de l'euro, et donc on aurait un problème de refinancement des banques, et donc on serait à la merci en fait d'une participation ou non à notre projet de la Banque centrale européenne, qui aurait du coup tout loisir d'assécher notre système de paiement comme elle l'a fait en Grèce. Et donc dans ce cas-là, on serait obligé de sortir de la légalité pour imposer, soit se soumettre, ou sinon, si on veut vraiment aller au bout de ce projet, pour imposer en fait la disparition, acter la disparition sur notre territoire, parce que c'est une affaire territoriale de l'euro, et du coup imposer de nouveaux mécanismes. Donc excusez-moi, c'est pas que je veux me montrer totalement sceptique, mais c'est que je vois la difficulté de l'objet là. C'est exactement ce que j'anticipe. Oui. C'est là où le scénario calme peut basculer vers un scénario de crise. Ah oui. Le gouvernement français, confronté à cette menace d'assèchement de la liquidité, peut dire très bien, le gouvernement prend une mesure provisoire, 6 mois, de réquisition de la Banque de France, et lui impose de fournir les liquidités qui manquent au système financier français. En euros. Ça fait exploser immédiatement la zone euro. À ce moment-là, la réaction de la zone euro sera de dire « nous ne considérons plus l'euro français comme faisant partie de l'euro existant ». C'est la thèse des 2 euros qui a été appliquée à Chypre pendant quelques semaines. Et à ce moment-là, le gouvernement français pourrait dire puisque vous avez pris cette décision, eh bien, de fait, nous ne faisons plus partie de la zone euro, ce qui permettrait à ce moment-là
de se passer de la phase du référendum. Je vois, très honnêtement, je vois la situation partant calme, permettre une bifurcation rapide vers une situation dite de crise. Et à ce moment-là, évidemment, tous les mécanismes auxquels j'ai pensé dans la situation de crise s'appliquent à la situation française. Oui, ça suppose un courage politique et une détermination que, effectivement, on ne voit pas pour l'instant poindre à l'horizon. C'est un problème général. C'est un problème général. En Grèce, c'était la solution que nous avions, avec quelques-uns, proposée à Varoufakis dès le mois de juin, qu'il avait à l'époque refusé, puis qu'il a repris à son compte dans les tout premiers jours de juillet. C'est trop tard. Mais il était à l'époque beaucoup trop tard. Et j'en profite pour dire que le problème avec Varoufakis, c'est qu'il s'est construit un personnage, en particulier à travers son livre et le film qui en a été tiré, qui ne correspond pas à la réalité de son action. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Mais valse des égos. Quoi ? La valse des égos, une fois encore. Oui, bien sûr. Et puis le fait que lui-même n'est pas arrivé comme ministre des Finances en ayant une vision claire des problèmes auxquels il allait être confronté. Bien sûr. Il n'était pas l'adulte dans la pièce. Bien sûr. Il participait. En tous les cas, jusqu'au 20 juin, il participait des mêmes illusions que ses adversaires partenaires de l'eurozone. Je dirais que ses yeux ne se sont décidés que dans les derniers jours de juin et les premiers jours de juillet. Mais là, comme il n'avait pas eu le temps de préparer ses positions et de chercher à convaincre Tsipras que c'était la seule solution possible, effectivement, il s'est retrouvé isolé et au pied du mur. Oui. Donc, c'est ça c'est ça le problème réel. Mais je dois dire que cette idée, une idée centrale, consisterait à pousser la zone euro à prendre des mesures qui, de facto, mettraient la France hors de la zone euro. À partir de ce moment-là, on aurait politiquement le champ libre pour dire nous, on ne voulait pas sortir, c'est les autres qui nous mettent dehors, très bien, puisque c'est comme ça, nous reprenons nos billes et nous faisons une sortie franche. Mais il est extrêmement important politiquement aussi de retourner la charge de la preuve, de démontrer que c'est la zone euro, l'Allemagne largement, qui crée des situations qui, de fait, poussent la France dehors. Et ça demande effectivement une très grande volonté politique. C'est clair, c'est clair. Je vais donner la parole à Frédéric pour conclure, pour revenir sur ce que Jacques a dit, et puis ensuite nous dirons au revoir. Qu'en pensez-vous ? Oui. Bon, alors très vite, moi, je pense qu'effectivement, on se retrouve avec une série de soucis. C'est-à-dire que si effectivement on suit ce que dit Jacques sur le fait qu'il y a peut-être des gens 35-45 qui sont moins eurolâtres et veulent porter autre chose, c'est une bonne nouvelle. Frédéric, vous mettez vos mains devant votre bouche. Pardon. Excusez-moi de vous avoir interrompu. C'est pas grave. Mais je ne sais pas si parmi les politiques, il y a les hommes et les femmes qui ont le courage de rompre avec ça. Il y a peut-être dans l'administration, au Trésor ou autre, des hommes et des femmes qui le veulent. Je ne sais pas si dans les politiques, il y a un véritable courage. Et s'il n'y a pas finalement, pour reprendre ce que disait Jacques, plein de Varoufakis dans la nature, quoi. C'est-à-dire des Varoufakis version française, qui nous disent qu'ils vont faire des retours politiques, qu'ils veulent changer, qu'il faut en finir avec la mondialisation, que l'Europe n'est plus ceci, n'est plus cela. Et puis, une fois arrivés aux affaires, si éventuellement ils y arrivent, tiens, un Varoufakis en eux surgit. Bien, sans vouloir faire référence à qui que ce soit en particulier. On ne voit pas de qui vous parlez, vraiment. Non, pas du tout. Non, mais vraiment pas. Mais je sens que le varoufakisme a plutôt de l'avenir à ce niveau-là.
Deuxièmement, je crains que la conjoncture actuelle et le fait que le pouvoir, du fait de la crise sanitaire, exerce maintenant une étrange pression sur la population, même si ce pouvoir est contesté, je ne sais pas si la question, ça ne va pas donner, paradoxalement, et peut-être je me trompe, encore un peu plus de délai à l'euro. En disant il faut protéger ça, il faut le défendre, parce que sans quoi on va aller vers un peu plus de catastrophes, on ne peut pas en plus de la crise sanitaire se payer d'une crise monétaire et autres. Est-ce que ça n'a pas aussi un effet anesthésiant un peu plus? C'est-à-dire, est-ce que la crise présente ne crée pas aussi quelque chose pour retarder la pensée de la sortie ou la préparation de la sortie en disant c'est pas l'heure, c'est pas le bon moment? Alors que je pense que si on en est là aussi en termes de réduction de capacité hospitalière et dans nos moyens, c'est que ces choix de l'euro ont eu aussi des effets sur la dépense publique, sur la dépense sociale, sur notre système de santé et avec les conséquences que l'on sait. Et parfois les individus ont du mal à mettre un lien entre l'euro et ces choix de l'euro et les transformations, les modifications de la protection sociale. Je pense qu'on a l'impression que les deux sont très éloignés alors que les deux sont très interreliés. Bien sûr. Et ça, complètement. Et on a l'impression de ne pas le voir, parce qu'on a l'impression que c'est des sphères opposées, on a l'impression que le social est là, le monétaire est là, et il n'y a aucun lien entre les deux, et voilà. Je pense que les deux sont profondément interpénétrés, sont profondément liés. Donc je ne crois pas qu'il faille les imaginer séparés sous aucune forme. Et je pense qu'effectivement, si on ne sort pas, et s'il n'y a pas un scénario parmi les différents scénarios qu'évoquait Jacques, vraiment de sortie à l'avenir, je suis vraiment inquiet quant à l'avenir de notre nation comme entité souveraine et comme capacité qui serait la sienne de pouvoir déterminer un avenir politique, économique et social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans les fers. Voilà, c'est ça qui me préoccupe. Et pour moi, dans le conflit de la répartition entre le capital et le travail, eh bien, c'est évident que l'euro donne un avantage définitif et durable au capital par rapport au travail dans le système de répartition des richesses. Et ce que disait Jacques très justement tout à l'heure sur les crises de demande, l'euro ne fait que les aggraver parce qu'il va effectivement jouer une force négative dans le partage des richesses, toujours en défaveur du travail. Donc ce que vous dites, Frédéric, finalement explique pourquoi le statu quo pourrait perdurer en fait, hein, et 7 euros pourrait durer encore. C'est que au fond, nos élites et les classes dominantes, hein, au fond, même si du point de vue national, ils perdent, elles y gagnent dans leur rapport au monde du travail. C'est ça. Tout à fait. Et je pense qu'effectivement, pour finir sans être trop long, je crois que, comme dans le cas italien, dans le cas français, l'euro a été un succès si on le prend comme un instrument de modération des revendications salariales et du pouvoir de négociation du monde du travail. L'euro à ce niveau-là est un succès total. Un succès total. C'est-à-dire, effectivement, et je pense qu'il doit être relié à cette inquiétude qu'il y avait dans les milieux patronaux dans la fin des années 60, courant 70, sur l'idée que les sociétés étaient devenues ingouvernables, la démocratie débordait, il y avait une demande de droits de plus en plus importante, toutes ces inquiétudes qu'il y avait à l'époque. En Italie, comme en France, l'euro et la construction européenne ont servi d'instruments disciplinaires. Et en fait, c'est extraordinaire, tellement ça a bien marché à ce niveau-là. Donc de croire, comme l'a pu penser une partie de la gauche, que l'euro un jour peut devenir un instrument du progrès social, moi je dis c'est une vaste blague. Oui, eh bien ma foi, la route est longue encore devant nous. Merci Jacques Sapir, merci Frédéric Farah. J'espère que nous aurons l'occasion prochainement de poursuivre cette discussion passionnante qui au moins a le mérite d'ouvrir le champ des possibles pour penser le retour des nations souveraines, c'est-à-dire le retour de la démocratie. Exactement. Voilà. Tout à fait d'accord. À bientôt. Chers amis, à bientôt. À bientôt. Oui, Jacques, il veut dire encore quelque chose. On vous entend plus, Jacques, vous avez dû couper votre micro. Non. Ça y est, allez-y. Ça y est, ça marche. Il y a un jeune philosophe italien, jeune, maintenant un petit peu moins jeune, mais qui était jeune dans les années 2012-2013, qui a dit « L'euro n'est pas une monnaie, c'est un mode de gouvernance ». C'est Fusaro, ça. C'est oui, Diego Fusaro. C'est Diego Fusaro. Oui. Et je pense qu'il a parfaitement raison.
Oui. Et Alberto Bagna, il le dit aussi dans... Oui, Alberto. Mais Alberto cite toujours Fusaro. Oui. Alberto dit toujours, comme dit Diego Fusaro. Et je pense que c'est probablement Diego Fusaro qui a le premier explicité ce qu'est la nature réelle de l'euro. Exactement. Eh bien, ma foi, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. On dit au revoir à ceux qui ont visionné cette vidéo. Et on leur dit à bientôt aussi. À bientôt. À bientôt. À bientôt.